présentation s'articulera autour de 6 points principaux. Le premier, c'est d'aller vers une clarification du concept. Nous n'allons pas faire de la théorie, mais nous irons rapidement vers une clarification du concept. Nous allons analyser la situation du genre en nous référant sur le cas de l'Université d'Abomey-Calavi, définir les causes des inégalités liées au genre, faire un petit rappel sur les pratiques inégalitaires sur le genre dans le milieu universitaire, le cas spécifique de l'Université d'Abomey-Calavi, rappeler les réponses au niveau politique et institutionnel. Je pense que le vice-recteur a abordé le point tout à l'heure. Et enfin, mener des réflexions sur les défis à relever. Comme je l'ai dit, nous allons fonder notre réflexion sur le cas de l'Université d'Abomey-Calavi en partant du principe que l'exercice d'échantillonnage peut s'étendre non seulement à toutes les autres universités privées, mais aussi aux universités publiques que nous avons sur le territoire national. Il faut dire que le concept du genre, c'est un concept qui est beaucoup plus utilisé pour ceux qui sont dans les sciences sociales, pour désigner les relations qui ne sont pas biologiques entre les hommes et les femmes. Lorsque nous parlons de relations biologiques, nous faisons appel au sexe. Mais lorsque nous parlons des relations qui ne sont pas biologiques, qui sont dictées par des normes sociales, qui sont dictées par le comportement ou par la société, nous parlons beaucoup plus du concept de genre. Et depuis un certain nombre d'années, le genre a fait l'objet d'un certain nombre d'études, de réflexions beaucoup plus poussées, et c'est juste à tort ou à raison que lorsque l'on parle de genre, l'on confond le concept de genre avec le concept de féminisation. C'est juste parce que le constat universel dans un monde majoritairement femme, à près de 63% sur les 7 milliards d'humains que nous sommes sur cette terre, 63% des femmes les 63% que représentent les femmes n'arrivent forcément pas à avoir une place dans la société. Je reviendrai tout à l'heure sur les causes de cette situation, mais lorsque vous revenez simplement dans le concept de l'Université d'Abomey-Calavi, vous avez un tableau qui vous montre un peu à travers l'effectif. À travers l'effectif que vous avez là, c'est les données que nous avons prises au niveau de l'unité statistique de l'Université d'Abomey-Calavi en 2015. Vous voyez que les femmes, sur près de 70 000 étudiants inscrits à l'Université d'Abomey-Calavi, les jeunes filles représentent à peine 25% de l'effectif. Cette situation, comme je l'ai dit, contraste avec les données démographiques que nous avons dans le Bénin, où nous savons que sur 9 millions de Béninois, 51,5% sont des femmes. Comment est-ce que 51% de femmes sur 9 millions de Béninois, et lorsqu'on revient dans le milieu universitaire, nous avons à peine 25% de jeunes filles à l'Université d'Abomey-Calavi. Comme je l'ai dit, les études aussi montrent que ce n'est pas le cas spécifique d'Abomey-Calavi, mais que dans les universités privées aussi, les chiffres sont beaucoup plus alarmants parce que la problématique de déscolarisation des jeunes filles à partir du secondaire qui handicape leur insertion au milieu universitaire pose vraiment un problème. Lorsque nous quittons le milieu des étudiants et que nous intéressons au corps professoral, vous voyez que les femmes, au niveau des enseignants, représentent environ 11% de l'effectif. Oui, lorsque vous voyez aussi le tableau, vous constatez qu'au niveau de l'administration, il y a un effort qui est fait pour que nous avoisinons, que nous allons au-delà de la barre de 30% de représentativité des femmes dans l'administration. Mais au niveau du corps professoral, c'est un corps professoral qui reste forcément dominé par les hommes. Cela ne veut pas dire que les capacités intellectuelles, les capacités intrinsèques des hommes pour pouvoir s'habituer, pour pouvoir cohabiter dans le milieu universitaire en tant que professeur est au-dessus des capacités des femmes. Quand vous prenez les autres études, vous comprendrez que les femmes ont beaucoup plus de susceptibilité lorsqu'on leur offre ces opportunités de s'insérer dans le milieu professoral, de construire une carrière beaucoup plus enrichie et de répondre beaucoup plus aux besoins du milieu. Quelles sont les causes de cette inégalité? La première cause, c'est les causes économiques. Vous êtes dans un pays en voie de développement, vous êtes dans un pays où l'indice de pauvreté est relativement élevé, vous êtes dans un pays où l'autonomisation de la femme constitue d'être un véritable problème de développement, ce qui fait que la situation économique des individus, que ce soit des hommes et des femmes, la situation économique des ménages, la vulnérabilité des jeunes à prendre en charge leur destin constitue aujourd'hui une cause principale de ces inégalités que nous observons au niveau identitaire, au niveau universitaire, en ce qui concerne l'insertion des femmes dans le milieu universitaire.
La deuxième cause, c'est la cause politique. Nous sommes dans un contexte visiblement marqué par la démocratie, mais nous remarquons aussi qu'aujourd'hui que les libertés académiques sont constamment remises en cause. Et lorsque vous êtes dans un système de liberté académique constamment remise en cause, vous comprendrez que ce n'est pas une porte ouverte, cela ne facilite pas l'insertion de la gente féminine ou le maintien de la gente féminine dans un milieu universitaire où les libertés fondamentales, les droits de l'homme sont quelquefois remises en cause. Donc il y a le contexte politique qui fait que les femmes ont du mal à rester pendant longtemps dans le milieu universitaire. Vous avez les causes structurelles. Les causes structurelles, c'est simplement par rapport à la division du travail. Vous savez, les femmes sont des poteaux montants. Les femmes sont caractérisées par leur amour, leur affectivité, leur abnégation, leur légendaire capacité à subvenir aux besoins de leur famille, quelquefois à se sacrifier, ce qui fait que dans la division du travail, la société a donné à la femme aujourd'hui un rôle de subvenir aux besoins de la famille. Ce qui fait que la femme n'a pas forcément le temps, lorsqu'elle arrive à un âge donné, pour pouvoir rester et faire le lien entre les besoins de sa famille et les priorités universitaires. À titre illustratif, vous savez que l'obtention d'un diplôme du premier cycle à l'université nécessite beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, les femmes n'ont pas forcément ce temps parce qu'elles sont soumises très tôt à des responsabilités qui exigent le déploiement de stratégies économiques. Vous avez la femme qui doit subvenir aux besoins de ses enfants parce qu'elle est tombée vite enceinte, elle doit subvenir aux besoins de ses enfants. Le mari n'a pas forcément toutes les capacités, donc la femme est appelée à aider le mari à subvenir à ses besoins. Elle est obligée alors d'aller vers des stratégies économiques, de rechercher des opportunités économiques qui puissent lui permettre de subvenir à ses besoins. Et en recherchant ces opportunités économiques, elle n'a pas forcément le temps nécessaire à consacrer à ses études. Et vous êtes dans un contexte en Afrique ou au Bénin où les jeunes ont déjà leur bac entre 18 et 20 ans, où les femmes sont beaucoup plus incitées à se marier et à avoir des enfants. Celles-ci disposent de peu de temps pour finir leur cursus universitaire et construire leur carrière à l'université. Dans certains cas, les femmes sont obligées de répondre seules, comme je l'ai dit, à la prise en charge de leurs enfants, même si elles sont mariées. Même quand elles accèdent à l'université, ces femmes se retrouvent dans l'obligation d'abandonner tôt ou sont poussées à intégrer des circuits professionnels pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ainsi, vous constatez que dans le milieu universitaire, les femmes sont confrontées à un environnement de désaffiliation universitaire. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le contexte politique avec les libertés universitaires qui sont quelquefois ou très constamment violées, le contexte économique où la femme n'a pas forcément le pouvoir économique ou les moyens financiers pour pouvoir prendre en charge les charges liées à son cursus universitaire, parce qu'au-delà de l'inscription à l'universitaire, il y a des charges connexes dans le cursus universitaire qui font que dans un pays en Afrique au sud du Sahara, dans un pays pauvre comme le nôtre, les femmes n'ont pas forcément les capacités économiques. Vous avez les causes structurelles énumérées, la disponibilité de la femme, la division du travail qui fait que la femme est appelée très tôt à sortir du milieu universitaire, à rechercher des opportunités économiques. Donc, dans ce contexte-là, à un moment donné, il y a une désaffiliation universitaire qui se crée au niveau de cette femme-là. Elle n'a plus envie d'aller à l'université, elle n'a plus envie de continuer son cursus parce que dans le cursus universitaire, elle n'a pas forcément les opportunités qui puissent lui faciliter de faire le pont entre la recherche des opportunités économiques et la continuation de son cursus universitaire. Il y a la désolation politique. La désolation politique qui est aussi liée aux choix politiques que les décideurs font à divers niveaux. Vous avez un pays où le taux de chômage brut avoisine les 65% et que 83% des femmes qui finissent leur cursus universitaire sont au chômage ou se retrouvent dans le milieu informel. Il y a un problème de désolation politique qui se pose parce que les jeunes femmes se diront: je finis mon cursus universitaire, je n'ai pas forcément les débouchés économiques, je n'ai pas forcément les débouchés professionnels. Donc je suis obligé très tôt de me lancer dans des activités génératrices de revenus ou dans la recherche d'opportunités. Donc voilà un peu les causes des inégalités dans le milieu universitaire. Les pratiques communes. La première pratique que nous avons répertoriée dans le milieu universitaire, c'est les rivalités qui existent régulièrement entre les étudiants, les étudiantes et les enseignants.
je vais peut-être le caricaturer, lorsque vous avez des problèmes identitaires entre une étudiante, lorsque vous avez des problèmes identitaires entre une étudiante et un enseignant, cela se manifeste régulièrement par des rivalités. C'est peut-être lié, je ne veux pas aller sur le terrain glissant, c'est peut-être lié aux questions du harcèlement sexuel. Vous avez des enseignants qui ont peut-être le désir ou des ambitions d'entretenir des relations affectives ou des relations sexuelles avec leur étudiant ou leur étudiante. Et lorsque celui ou celle-ci refuse par rapport à ses principes ou par rapport à des normes qu'elle a, cela crée rapidement une rivalité entre l'enseignant et l'étudiante. C'est des cas palpables que nous avons dans nos universités publiques, mais que nous continuons de plus en plus à avoir dans les universités privées. Vous avez la perte de courage de suivre les cours. Vous avez la jeune fille qui est peut-être discriminée parce qu'il y a eu des rivalités qui ont germé, qui ont pris corps entre elle et le corps professoral, entre elle et ses enseignants, et la jeune fille perd rapidement l'estime de soi, elle perd le courage de continuer ses cours. Vous avez l'abandon des études qui est lié peut-être aux grossesses non désirées, aux grossesses précoces, la jeune fille qui rapidement a un enfant ou qui rapidement tombe enceinte, et de peur de la discrimination, de la stigmatisation dès qu'elle fera objet de la part de ses pairs, elle est obligée à un moment donné d'abandonner ses études. Vous avez la question des notes ou des moyennes sexuellement transmissibles. C'est en lien avec le harcèlement sexuel, c'est les avances, c'est les bonifications, c'est les récompenses qui sont proposées ou quelquefois même offert à des étudiants, malgré leur refus d'accepter ou d'accéder aux sollicitations sexuelles, on leur offre des récompenses, on leur offre des notes pour pouvoir en faire un appât pour que ces jeunes filles puissent accepter notre désir ou notre sollicitation sexuelle. Et vous savez aujourd'hui que les jeunes filles qui refusent les sollicitations ou les désirs sexuels ou affectifs des enseignants sont victimes d'une manière ou d'une autre de leur exclusion ou des punitions que ces enseignants leur donnent en milieu universitaire. C'est des notes qu'elles ne méritent forcément pas dans les deux sens qu'on leur attribue selon la réponse qu'elles ont eu à apporter aux préoccupations affectives et aux désirs sexuels de leurs enseignants. Le droit de cuissage, c'est beaucoup plus visible aujourd'hui dans le milieu professoral. Combien de professeurs, combien d'enseignantes n'ont pas été soumises à la nécessité d'accepter le droit de cuissage parce qu'elles veulent avoir une promotion professionnelle ou un plan de carrière défini. Combien d'enseignantes ne sont pas restées stables, ne sont pas restées à leur niveau professionnel parce qu'elles ont refusé de donner ce plaisir-là à un enseignant ou à une autorité de l'université qui a fait cette sollicitation. Donc voilà un peu des réalités dans le milieu universitaire. Et par rapport à cette situation, il faut dire que des actions se sont développées depuis un certain nombre d'années, tant au niveau des institutions publiques, au niveau des partenaires au développement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le vice-recteur, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, le Fonds des Nations Unies pour la population, le système des Nations Unies, mais aussi au niveau des organisations de la société civile. Je sais que le mouvement d'action des jeunes de l'ABPF a aujourd'hui un centre au niveau de l'université. C'est des actions qui ont été menées pour faire en sorte que le cadre politique puisse être de plus en plus favorable à l'émancipation et à la promotion de la femme dans le milieu universitaire et dans la société en général. Il faut rappeler la politique de l'éducation et de la formation de la fille qui a été élaborée en 2007 avec un plan d'action qui est mis en œuvre. La politique nationale du genre pour corriger les déséquilibres qui sont liés au genre. Dans cette politique, il y a un certain nombre de mesures incitatives qui ont été proposées. Qu'ils vous souviennent que le régime passé est allé jusqu'à aller vers la gratuité de l'enseignement secondaire à un niveau donné pour les jeunes femmes. C'était des mesures pour faire en sorte que la jeune fille puisse être appelée, être incitée à être maintenue dans le cursus scolaire et universitaire. Vous avez la loi 98-004 du 27 janvier 1998 portant code de travail en République du Bénin qui met un accent sur la promotion du leadership féminin en milieu de travail. Et puisque le milieu universitaire constitue aussi un milieu de travail, il est important que les autorités au niveau du niveau universitaire puissent comprendre que le cadre législatif du Code du travail leur donne l'obligation à un moment donné de s'assurer que la représentativité de la femme est assurée à divers niveaux du cursus universitaire. Vous avez la loi 2004-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille
Vous avez la création en 2009 de l'Institut national pour la promotion de la famille. C'est un institut aujourd'hui qui fait un certain nombre de travail, un certain nombre de recherches pour porter vers les décideurs politiques, pour porter vers les acteurs à divers niveaux la problématique de la femme et la problématique du genre au milieu national. Cependant, il convient de rappeler que les nouvelles lois qui ont été prises ou quelques lois qui ont été énumérées un peu plus haut et qui ont déjà été promulguées n'ont pas encore été publiées au journal officiel, ce qui freine leur mise en vigueur et les rend inopposables. C'est-à-dire, vous avez le leadership politique qui est affiché au niveau des parlementaires à travers le vote de la loi à l'Assemblée nationale, mais au niveau de l'exécutif, on n'a pas forcément le même engouement au niveau du leadership. Vous avez des lois qui sont adoptées et qui sont votées à l'Assemblée nationale, mais on a du mal à avoir les décrets d'application. On a du mal à avoir ces lois qui sont promulguées, ce qui fait que, en pratique, sur le terrain, on ne peut pas forcément utiliser ces lois parce qu'on n'a pas un décret d'application qui puisse rendre ces lois exécutoires ou qui puisse permettre à ce que les acteurs à divers niveaux qui doivent s'assurer du suivi de ces lois puissent travailler. Cette situation n'est pas forcément de nature à faciliter, comme je l'ai dit, l'appropriation du concept genre et le respect des normes sociales. La création d'un observatoire du genre, comme le vice-recteur l'a dit tout à l'heure, l'introduction progressive dans le curriculum de formation universitaire de la notion du genre, la démocratisation des élections tant au niveau des responsables étudiants qu'au niveau du corps professoral ne suffisent pas forcément pour prendre en compte toute la dimension du genre dans le milieu universitaire. Nous l'avons vu tout à l'heure à travers le tableau. Nous avons un système universitaire aujourd'hui où les responsables des enseignants sont élus démocratiquement, mais nous n'avons pas le système qui puisse garantir la représentativité de la femme dans l'administration ou dans l'outil de gestion politique de l'université. Quand vous prenez les associations ou les mouvements estudiantins, il faut se demander aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de femmes à la tête des mouvements estudiantins. Quand bien même nous parlons de démocratisation dans le milieu universitaire, au-delà de la tête, au-delà du leadership affiché, à l'intérieur de ces mouvements ou de ces associations, comment est-ce que les femmes sont représentées? Comment est-ce que les femmes sont responsabilisées dans les mouvements estudiantins pour porter les préoccupations qui sont les leurs au niveau des décideurs, au niveau des pouvoirs politiques? À cet effet, nous pensons qu'il est important pour les acteurs universitaires à divers niveaux de promouvoir la recherche-action sur le genre. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'agriculture, lorsqu'on a parlé du développement, nous avons tous reconnu qu'il est important que l'université se retrouve dans son rôle de produire des résultats sur la base des évidences. Donc il est important que sur la problématique du genre, nous puissions renforcer les recherches-actions pour que le message que nous devons porter vers les décideurs, vers les politiques, ne soit plus forcément des messages littéraires, mais des messages qui sont fondés sur l'évidence ou sur les réalités du terrain. Il est important aussi de renforcer les capacités des cadres, des agents et des étudiants sur la problématique du genre. C'est très important. Avoir un observatoire du genre, vous l'avez dit, dans son attribution, c'est de faire le suivi, c'est de faire en sorte que les problématiques du genre puissent être respectées ou pour que nous ayons un milieu universitaire plus ou moins égalitaire en matière de genre. Mais il est aussi important que les acteurs du système universitaire soient beaucoup plus renforcés sur les thématiques liées au genre. Le renforcement de l'intégration du genre à l'université à travers la création d'une chaire d'études sur le genre, c'est important. Vous avez aujourd'hui des universités qui ont commencé à avoir des chaires d'études sur le genre. Comment est-ce que les réflexions doivent être nourries pour que nous puissions avoir une chaire d'études sur le genre à l'université d'Abomey-Calavi et l'étendre dans le cadre de la coopération interuniversitaire vers les autres universités publiques et les universités privées au niveau du Bénin. Il est aussi important que nous allons vers la finalisation de l'introduction de l'éducation sexuelle en milieu universitaire. C'est un chantier important sur lequel je pense que l'enseignement secondaire est en train d'évoluer et il est important que l'université ne puisse pas rester en marge. Au niveau du ministère de l'enseignement secondaire aujourd'hui, vous avez tout un processus d'introduction du curricula de l'éducation sexuelle dans les curricula de formation. Le processus est pratiquement à son terme. Je pense que dans un milieu universitaire où vous avez près de 60% des jeunes, hommes et filles, de la tranche de 16 à 24 ans, qui pratiquent ce milieu universitaire, il est important que nous puissions, en tant qu'acteurs, en tant que décideurs, mettre à la disposition de ces jeunes qui n'ont forcément pas cette information, qui n'ont forcément pas l'éducation nécessaire à l'école, qui ne l'ont forcément pas eu à la maison.
il faut que l'université en tant que lieu d'éducation puisse offrir aussi ses outils et ses capacités aux jeunes. Donc l'éducation sexuelle intégrée en milieu universitaire en direction des étudiants sera comme un programme d'enseignement qui apportera aux jeunes victimes ou affectés par les violences, les discriminations basées sur le genre, des informations qui leur permettent d'acquérir des connaissances, des compétences, des aptitudes, mais aussi des valeurs pour avoir une vision positive de leur sexualité, de leur vie, dans le cadre du développement émotionnel et social. Lorsque vous donnez l'éducation affective et l'éducation sexuelle aux jeunes, vous lui permettez de maîtriser un peu un certain nombre d'outils pour son estime, pour sa capacité de s'affirmer, sa capacité de répondre favorablement ou non, selon son instinct, selon ses valeurs, à tout ce qu'il y a comme fléau qui le mine ou qui l'entoure dans le milieu étudiantin. Pour finir, nous pensons qu'un milieu universitaire fortement animé par des jeunes de 16 à 35 ans devrait offrir aux bénéficiaires de l'enseignement, comme je l'ai dit, toutes ces compétences pour leur vie, afin de faciliter leur transition vers l'âge adulte et leur insertion dans le monde professionnel plus égalitaire. Nous espérons que les réflexions qui sortiront des échanges que nous aurons tout à l'heure aideront les acteurs à faire de la question de l'égalité des sexes et de l'inclusion sociale une priorité pour accroître l'égalité des chances pour un progrès harmonieux et durable. Nous avons l'intime conviction que cette présentation, qui a eu le mérite de vous donner un point de vue sur l'handicap de la question du genre, pouvoir permettre à la gente féminine de mieux s'affirmer. Il est donc important de saisir d'autres opportunités pour ouvrir des réflexions non seulement sur la question de la gente féminine, mais sur toutes les formes de stigmatisation, de discrimination auxquelles sont victimes les étudiants, mais aussi en particulier les jeunes hommes. Ces actes généreront d'une part la hausse de la fréquentation du milieu estudiantin par des acteurs aguerris, capables de contribuer au développement de leur pays et permettra d'une manière ou d'une autre de faciliter le développement harmonieux de notre pays. Ensemble, nous devons travailler à restaurer la dignité humaine sous toute cette forme et faire en sorte que dans le processus de développement et dans l'acquisition de la connaissance, personne, indépendamment de sa race, de son sexe ou de son handicap, ne soit laissé de côté. Je vous remercie. À remercier le communicateur pour sa prestation. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le genre, ce n'est pas la femme. Le genre, c'est la réduction de l'inégalité entre l'homme et la femme. Et alors, il y a un tableau qui a été présenté. On a vu qu'il y a beaucoup d'inégalités au niveau de ces statistiques. Mais comment on peut arriver à les réduire? Et alors, il y avait des communications qui étaient effectuées dans les pays développés qui disent alors, il faut pouvoir, comme mesure de solution, voir la manière de recrutement, voir la manière dont on insère les administratifs dans les postes de décision. Donc, il y a plusieurs réflexions qui sont en cours pour pouvoir revenir au problème du genre. Maintenant, on vous a distribué des plaquettes. On n'a pas eu trop le temps pour pouvoir entrer dans les détails. Dans les plaquettes, on a parlé des maladies sexuellement transmissibles. On a parlé de l'harcèlement sexuel en milieu universitaire. Et vraiment, je suis contente, je vois que nos apprenants ont quand même sont intéressés par la plaquette parce que tout le monde, à chaque instant, je voyais qu'on ouvrait pour regarder ne serait-ce que ce qui a été écrit. Donc c'est important, c'est pour alors compléter cette communication parce qu'on ne va pas faire une communication du matin jusqu'au soir pour pouvoir vraiment problématiser la question du genre. C'est pour ça qu'on a fait les plaquettes pour pouvoir quand même véhiculer l'information. Et également, pour cette inégalité, le communicateur a dit qu'il y a plusieurs facteurs qui supportent cette inégalité. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs socioculturels, il y a des facteurs alors politiques. Mais alors, comment arriver à surpasser ces facteurs? Quelles sont alors les mesures qu'il faut mettre en place pour rééquilibrer? Parce qu'on dit à l'horizon 2030, il faut qu'on arrive à 50-50, ce que les ONG appellent zinzin. Mais alors pour arriver à l'horizon 2030 à 50-50, il faut qu'on travaille sur ces facteurs,
comment améliorer les facteurs économiques, les facteurs socioculturels, les facteurs politiques, pour pouvoir alors réduire cette inégalité entre hommes et femmes. Et je peux vous dire que par rapport à la réduction de cette inégalité, le rectorat est en train de réfléchir pour mettre en place alors une crèche pour pouvoir permettre alors aux administratifs, aux étudiants de pouvoir quand même être au boulot et avoir à côté de leurs enfants. Donc c'est une manière aussi de réduire cette inégalité. L'administratif ou bien que nous sommes, nous savons qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir les enfants à côté du boulot, mais il y a déjà ce projet qui est mis en place de pouvoir créer la crèche de l'Université d'Abomey-Calavi. Donc petit à petit, nous allons arriver à trouver des solutions pour pouvoir réduire cette inégalité. Et comme mesure, le communicateur est allé jusqu'à proposer la création de la chaire. C'est une bonne chose. Et nous invite alors à améliorer nos curricula de formation en intégrant alors l'éducation sexuelle. Je sais que dans certaines facultés, ça se fait déjà, mais c'est sous la forme d'UE libre. Quand je prends le cas de la FSA, quand je prends le cas de la FSS, ils ont déjà intégré ça, mais comme une unité d'enseignement libre. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut harmoniser tous ces éléments pour que, au niveau de toutes les entités, qu'on puisse avoir au moins les éléments de cette éducation sexuelle, parce que c'est la priorité. La jeunesse, c'est la priorité. Et lutter contre ces inégalités, c'est vraiment important pour permettre le développement des nations. Donc, par rapport à ça, nous allons ouvrir alors les débats. Si vous avez des préoccupations, nous allons commencer alors par la rangée de droite. Vous allez vous inscrire et vous poser des questions. Vous avez la parole. Lorsque le problème est étudiante qui n'a pas pu valider les tuyaux à l'issue et quel droit est le professeur, voilà, c'est ce qui a lieu de faire pour que le bouche passe. Et que ce professeur fasse pour que cette jeune fille passe. Après, lorsque la jeune étudiante se voit privilégiée de ses droits, comment elle puisse maintenant se présenter et dire voilà, moi je suis pas accepté. Doit-on continuer de ne pas parler d'inégalité lorsque parfois c'est la femme même qui se comporte? Par la suite, tout à l'heure, lors de la question qu'elle s'est constatée, il y a des réponses au niveau politique et institutionnel. Franchement, au délai, vous savez qu'en matière de droit, nous avons les bonnes lois, les normes, mais l'application pose problème. Pourquoi je le dis? Vous avez parlé de l'ABP sur le campus. L'ABP sur le campus, moi, il m'intéresse à cette histoire. Je n'ai jamais constaté de cette activité sur le campus. Vous parlez de l'ABP sur le campus. Je crois que peut même que ceci n'existe pas. Donc, si déjà l'ABP peut venir organiser des conférences ou des débats comme ça, en cas partiel sur les problèmes, ça sera un de plus. Toutes les perspectives que vous avez pu notifier tout à l'heure ont pris en compte les paramètres concernant les autres acteurs. Mais est-ce que vous avez pensé à la responsabilité des femmes elles-mêmes dans ce sort-là qu'elles subissent? Parce qu'on constate aujourd'hui que les femmes manquent beaucoup de personnalité. Est-ce qu'il y a une perspective que vous avez, à laquelle vous avez pensé pour quand même donner à la femme un peu de regain de personnalité, afin qu'elle s'affirme, afin qu'elle sache que sa place dans la société n'est pas moindre, qu'elle n'est pas inférieure à l'homme, parce que là, c'est un mythe de supériorité qui s'impose. Alors, on parle des professeurs. Le problème se pose à la racine, selon moi, parce qu'on constate dans le corps professoral des professeurs qui enseignent les professeurs, par exemple, en classe, nous avons un professeur qui est un docteur en fait. Il nous a donné l'exemple des soutenances où une dame a fini de soutenir et elle a soupiré, elle a dit enfin qu'elle aura la paix. Donc, vous pensez à introduire la sexualité en milieu universitaire. Mais qu'en est-il de
au grade là, qui ont ces mauvaises habitudes, parce que le problème, il faut le servir à la racine. Si on ne sensibilise pas ces personnes-là, comment est-ce que ceux qui sont encore derrière sauront que c'est une mauvaise pratique et qu'il faut en réalité éradiquer? L'autre côté de la chose, en partageant une petite anecdote, j'aimerais peut-être la réflexion de Madame Science sur l'anecdote. Ils étaient en cours, ils voulaient démarrer les cours et le professeur a dit avant que les cours ne commencent, il aimerait d'abord se mettre à l'aise avec une fille, bien sûr. Et pendant 20 minutes, personne ne s'est levé. Et après, une fille a décidé délibérément de se lever, de suivre ce professeur-là. Elle est rentrée dans sa voiture, ils sont allés on sait où, et après 1 heure de cours, ils sont revenus. Et le cours a démarré. Jusqu'à présent, elle s'occupe des photocopies, de tout ce qui concerne le cours. Elle en quelque sorte la secrétaire particulière du professeur. Alors c'est pour dire aujourd'hui que, contrairement à ce qu'on pense, la sexualité a pris un autre visage et la majeure partie des étudiants sont ceux là qui se donnent sans pudeur à la chose. Donc j'aimerais vraiment votre réflexion là-dessus, professeur. Les femmes ont l'habitude de dire que l'être humain finit de grandir un jour, mais il ne finit jamais d'apprendre. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ça m'a tellement dépassé que je me suis dit, mais c'est la première fois que j'entends une pareille chose depuis que je suis né, qu'un professeur vienne au cours et qu'il le dit à ses étudiants, qu'il se rabaisse jusqu'à dire à ses étudiants, bon, moi j'ai envie de ceci, cela. Et qu'une étudiante se lève devant tout le monde et qu'il la prenne dans sa voiture, qu'ils aillent dans une maison de passe, vraiment, j'ai du mal à croire. À ce point, je me suis dit que là, c'est dégradant. Et il y a, avant-hier seulement, des étudiants m'ont dit que le professeur est sorti avec a pris 2 filles dans sa voiture, il les a amenées dans une auberge, les 2 filles. Bon, et ils se sont amusés ensemble. Je me dis, mais depuis que je suis né, et je ne suis plus jeune, je suis vieux. Je n'ai jamais appris une pareille chose. Que 2 filles intellectuelles lettrées, évoluées, acceptent d'entrer dans la voiture d'un homme. Cet homme fut-il leur professeur, et qu'il les conduit dans une auberge, et qu'il passe avec les 2. Je n'ai jamais appris, c'est des choses qui me dépassent. Excusez-moi beaucoup de vous avoir fait perdre du temps. Mais là, vraiment, ça veut dire qu'on est tombé très bas et qu'il y a des mesures radicales à prendre pour du moins éradiquer le mal ou tout au moins essayer de l'amoindrir. Je voudrais voir cette sexuelle sur l'aspect parce qu'on a tout le temps parlé, c'est devenu au quotidien. Mais nous sommes à un siècle ou à un moment où si la femme ne veut pas quelque chose, ne le fera pas. Elle a quand même la possibilité de passer tout son temps avec ce conflit de l'accès sans confort dans le société. Donc je pense quand même qu'à ce niveau le premier pas effectué revient d'abord celui à celui. Si elle estime en tant que femme, possédant quand même une personnalité qui lui tient à cœur, qu'elle devrait quand même rester sensible, elle peut assumer les choses sensibles. Donc c'est d'abord la responsabilité personnelle. Deuxième chose, le sexe aujourd'hui est un sujet tabou. Donc je voudrais quand même sur cet aspect que vous précisiez le rôle qui est d'abord aux parents. Parce que c'est aux parents. Parce que c'est un sujet tabou, le parent qui essaie quand même d'en parler, d'en discuter d'une manière ou d'une autre avec son enfant, le met d'abord en garde par rapport à plusieurs situations qui peuvent se présenter à lui et l'enfant peut savoir raison garder. Et vous, principalement, après votre entretien, après vous avoir suivi, je pense quand même que vous êtes déterminé, engagé à la cause. Et je voudrais demander de façon concrète, succincte, votre rapport, c'est-à-dire les actions que vous engagez à aider à mener, non pas les actions à mener, mais celles que vous vous engagez à aider à mener. Merci. Moi, je vois que les questions qu'on nous a posées, je vais revenir sur les questions individuellement et je vais laisser la parole
aux communicateurs, et tout tourne autour de qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des sanctions? Donc cela veut dire que nos étudiants ne sont pas ils ne sont pas sûrs de ce que nous sommes venus raconter, mais est-ce que c'est une manière de faire une communication pour la forme? Non. C'est pas pour rien qu'on a mis en place, maintenant on veut mettre en place l'observatoire genre. Il y aura des cellules d'écoute. C'est pas que X va dénoncer Y que son nom va apparaître. Ce serait quelque chose qui se fera dans l'informel. Il y aura des cellules d'écoute pour décourager ces genres de comportements. Parce qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'on n'est pas au courant de ça. Mais maintenant, de façon formelle, c'est vous qui devez nous transmettre maintenant l'information, mais on ne va pas vous indexer. Donc ce que l'Observatoire Jean va commencer par faire, c'est de mettre en place d'abord une cellule d'écoute pour que, puisque certains sont frustrés par rapport à la situation, ils voient que c'est injuste. Donc ils viennent dénoncer ces individus et comme le professeur l'a dit, il faut les éradiquer, il faut les appeler, il faut les conscientiser parce que l'université c'est pas un lieu où il faut venir alors s'amuser avec les enfants, non. Nous ne sommes pas enseignants pour venir nous amuser avec les enfants, non. Nous sommes enseignants pour venir transmettre le savoir. Donc alors, comme action, première action, c'est de mettre en place cette cellule d'écoute qui est déjà mis en place à l'université de Parakou. Donc nous allons sous une autre forme mettre en place cette cellule. Et cette cellule, tenez-vous bien, a commencé par bien fonctionner là-bas. Donc nous, on va le mettre en place pour pouvoir améliorer la prestation, pour que de façon informelle, les étudiants, même si ce n'est pas dans leur classe, ils peuvent venir dénoncer, puisque quand ils ont les informations, ils peuvent nous relayer l'information. Maintenant, quant à la première question, mais pourquoi Jean, l'université, mais pourquoi non? Il est clair que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de réflexion. Et nous savons que nous sommes dans le domaine universitaire. On ne peut pas être dans le domaine universitaire et présenter une communication pour les autres. Ça, c'est exclu. On ne peut pas être dans le domaine puisque là, demain et le vendredi, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Éducation veut aussi réfléchir sur un thème concernant le ministère. Et par rapport aux conférences à laquelle moi j'ai participé, ils ont dit alors que chaque institution doit chercher à mettre en place des outils pour pouvoir réduire l'inégalité entre hommes et femmes. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, comment pensez-vous qu'on peut réduire cette inégalité? Il y a plusieurs indicateurs sur lesquels on peut agir. Par exemple, quand vous voyez, nous les administratifs, on est là, secrétariat, ainsi de suite. Les gens ont présenté leur cas de figure où, progressivement, on peut commencer par nous faire participer aux réunions de conseil d'administration pour pouvoir nous former à. Donc, il y a plusieurs indicateurs, plusieurs barrières sur lesquelles on peut agir. Mais je ne vais pas dire qu'on va arriver à 50-50 tout de suite. Mais alors, on va contribuer à réduire cette inégalité parce que les femmes, on sait toujours que les femmes sont en arrière-plan. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Mais si on arrive alors à rehausser, à les impliquer à des prises de décision, parce que là, si vous êtes à un niveau inférieur, vous n'avez pas la parole, votre décision ne compte pas. Si on arrive à impliquer ces femmes à des prises de décision progressivement pour les former, ça peut, un temps soit peu, réduire l'inégalité. Maintenant, il y a des questions qui touchent à la communication. Je pense que il y a un étudiant qui a demandé, mais pourquoi nous disons que l'éducation sexuelle c'est un droit? Ça, je vous renvoie au rapport de l'UNFPA et FUNUAP, qui alors dit, son rapport de 2015, qui dit que l'éducation sexuelle c'est un droit parce que vous devez alors savoir qu'est-ce qu'il faut faire en cas où vous êtes brimé.
c'est le FUNIAP qui a écrit un rapport là-dessus. Si vous voulez aller sur Internet et taper FUNIAP 2015, vous aurez... Le travail sexuel, c'est un droit et c'est ça qu'un de vos collègues a abordé pour dire, mais et la famille, c'est ça le problème. Moi, je peux vous dire, lorsque moi j'ai commencé la première année, ça là, c'est une histoire personnelle. Et ma femme nous dit non, mais à l'université, bon, les profs, une manière de faire, c'est de ne pas s'exposer, de ne pas, bon, chaque fois quand le professeur finit, c'est pas, vous voyez que celles qui veulent, je suis d'accord, il y a certaines qui allument les profs, et c'est elles qui vont poser des questions qui attendent. Donc moi, j'ai été formatée dans ce registre pour dire attention. Si tu veux alors te faire une place dans la société, si tu veux te faire respecter, inutile d'aller et chaque fois vers les profs pour dire, ne serait-ce que puisqu'il y a certaines filles qui sont faites pour ça. Et alors mieux, il y a certains profs qui nous disent que vous dites que nous harcelons. Non, ce sont les filles même qui viennent vers nous. Lorsqu'on nous parle comme ça, nous on est embêtés. On se dit, mais nous sommes dans quel monde? On dit tu démarres le cours, c'est comme si c'est un contrat. Et je ne veux pas citer le nom de l'école. C'est un contrat, un certain nombre de filles, elles viennent te voir pour négocier. Nous sommes dans quel monde et vous dites que nous les hommes, nous harcelons? Non. Comme vous l'avez dit, ça a pris notre proportion aujourd'hui. Ou alors ce sont les filles qui vraiment allument, ils font tout, mais il faut vraiment qu'on se surpasse, comme l'a dit une de vos collègues. Il faut savoir se gérer. Il faut savoir pour quel objectif nous venons à l'université. Auquel cas, nous ne sommes pas les objets. Donc là, par rapport à des questions qui touchent à la communication, on vous demande alors pourquoi au niveau des statistiques, et pourquoi vous parlez de loi quand les lois ne sont pas applicables? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on a vraiment des lois, mais pensez-vous à l'applicabilité de ces lois? Les responsables des OSC ont pour la plupart des relations de corruptibilité avec les acteurs politiques et les acteurs exécutifs. Ce qui fait qu'ils ont du mal à un moment donné à faire du plaidoyer, du lobbying pour taper du poing sur la table. C'est pour ça, lorsque ça quitte l'Assemblée, on a peur d'aller voir un ministre, on a peur de faire du lobbying, encore que dans nos pays, lorsque vous commencez pas à faire du lobbying, lorsque vous commencez pas à demander à un ministre de faire ce qu'il doit faire, le lendemain, on vous taxe d'opposant. Et comme tout le monde personne ne veut être opposant dans un pays, tout le monde veut saisir les opportunités qu'il y a au niveau de la société civile, on a du mal à continuer à amener l'exécutif à franchir le pas qu'il faut franchir. C'est en cela, moi j'ai toujours dit pour nous qui sommes acteurs de la société civile, beaucoup plus au niveau des organisations de jeunesse, nous devons changer les donnes, changer le paradigme. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, au niveau des nouveaux acteurs de la société civile jeunes, nous puissions mettre en œuvre des stratégies pour faire non seulement le suivi, mais amener les acteurs à divers niveaux à rendre compte des engagements ou des progrès qu'à un moment donné, ils ont eu à prendre et à donner aux populations. Je pense qu'il est important que nous puissions aller dans cette logique-là. C'est pour ça, moi, j'ai des critiques fermes que je fais à l'encontre des mouvements et des associations des étudiants. Je dis, lorsque vous êtes mouvement et association d'étudiants, il ne suffit pas seulement d'attendre pour venir réclamer des bus ou venir réclamer la qualité de la nourriture ou demander que les frais d'inscription puissent être allés bas. Qu'est-ce que vous faites pour que les étudiants qui sont dans le milieu puissent avoir des conditions de vie ou puissent régler des problèmes qui sont terre à terre? Vous avez des mouvements d'étudiants qui datent de plus de 15 ans, 20 ans, mais qui ne se sont jamais intéressés sur les questions du harcèlement sexuel en milieu universitaire. Vous avez des mouvements d'étudiants qui ne sont jamais intéressés sur d'autres questions qui touchent la vie des étudiants en milieu universitaire. Donc il faut repenser un peu le mouvement estudiantin, repenser les relations de la société civile au niveau des étudiants pour qu'ils puissent vraiment régler ou toucher les problèmes qui touchent la vie des étudiants dans ce milieu. Les problèmes de genre, les questions de sexualité, les questions d'employabilité, les questions de sauvegarde de l'environnement dans le milieu estudiantin, il faut qu'au niveau des mouvements estudiantins, on puisse aller vers ces questions-là. C'est très important. Le rôle des ministères. Les ministères ont l'obligation régalienne de faire en sorte que le jeune qui se retrouve dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, puisse avoir l'information nécessaire pour pouvoir prendre des décisions qui concernent sa vie. Cela veut dire quoi? Que le ministère de l'enseignement supérieur, dans le cadre réglementaire qui est le sien, doit s'assurer que chaque étudiant, chaque étudiante a non seulement l'enseignement nécessaire,
mais tous les outils qu'il lui faut pour pouvoir prendre des décisions de sa vie. Mais, puisque nous sommes dans un état où le ministère de l'enseignement supérieur seul ne peut pas le faire, vous avez aujourd'hui des comités interministériels, vous avez des cadres où c'est tous les ministères qui, dans une approche multisectorielle, viennent ensemble pour faire le travail. Et je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'enseignement secondaire, il y a une expérience pilote qui est en train de prendre corps. Vous avez les 3 ministères de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et même de l'enseignement supérieur qui se sont mis ensemble dans un comité de pilotage pour faire en sorte que nous ayons des curricula d'éducation sexuelle qui soient introduits au niveau secondaire. Le ministère de la Jeunesse est partie prenante, le ministère de la Justice, le ministère de la Famille est partie prenante. Donc il faut forcément aller dans une approche holistique. C'est la responsabilité des ministères sectoriels de faire en sorte que les filles puissent avoir les informations nécessaires à ce niveau. La question de sexualité et d'éducation sexuelle. Tous autant que nous sommes ici, nous sommes appelés à un moment donné de notre vie à prendre une décision qui concerne notre sexualité. Nous sommes appelés à un moment donné à décider d'aller au rapport sexuel à un moment donné ou de ne pas aller. Nous sommes appelés à décider d'avoir des enfants ou de ne pas avoir des enfants. Nous sommes appelés à faire un choix entre accepter une proposition affective ou ne pas l'accepter. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous sommes appelés à prendre des décisions qui concernent notre sexualité. Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui concernent sa sexualité lorsqu'au préalable, on n'a pas des informations, on n'a pas des astuces ou des outils qui puissent faciliter cette prise de décision? C'est pour ça, lorsqu'on parle d'éducation sexuelle, il ne faut pas forcément voir voir la sexualité en termes de rapport sexuel comme porte d'entrée, mais voir tout ce qui tourne comme outil que l'on puisse donner aux jeunes. Lorsque vous prenez les composantes de l'éducation sexuelle, vous avez la question de l'estime de soi. Ce qui fait que lorsque vous avez des outils en matière d'estime de soi, lorsque vous quittez le domaine qui est le domaine de la sexualité, vous pouvez utiliser ces mêmes outils. Vous avez les questions de communication interpersonnelle, de dialogue interculturel et interreligieux. Donc il y a des dimensions de la vie humaine que vous avez dans les modules qui sont en train d'être élaborés en matière d'éducation sexuelle qui vous permettent à un moment donné de prendre des décisions et de vous capaciter pour pouvoir assumer la transition entre l'étape de la jeunesse et l'étape de l'âge adulte. C'est très important. Comment lutter contre le harcèlement sexuel? Au niveau du jeune, il faut que le jeune sache ce qu'il faut faire. Il faut que le jeune ait d'abord une forte capacité à se maîtriser, qu'il ait le courage et l'estime pour pouvoir refuser, être capable de dénoncer le harcèlement sexuel à un moment donné. Et pour le dénoncer, il faut qu'il sache ce que dit la loi par rapport au harcèlement sexuel. C'est pour ça que quelqu'un qui me demande tout à l'heure, qu'est-ce que la loi dit au harcèlement sexuel? Je vous dirai, vous n'avez pas besoin d'un communicateur fou pour vous le dire. Si vous savez qu'il y a le harcèlement sexuel dans votre milieu estudiantin, c'est de prendre votre smartphone et de vous dire qu'est-ce que la loi dit par rapport au harcèlement sexuel, qu'est-ce que je peux faire pour dénoncer un cas de harcèlement sexuel. Au Bénin, par exemple, nous avons une loi qui a été votée en 2006 qui dit simplement que les coupables et les complices du harcèlement sexuel sont paisibles d'une amende allant de 100 000 à 1 million de francs CFA et d'1 an ou 2 ans d'emprisonnement selon les cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Sortons simplement du milieu estudiantin. Lorsqu'il y a un cas de harcèlement sexuel qui est dénoncé, je veux bien croire que le cas de la haute école de commerce peut être un cas école, mais n'oubliez pas qu'il y a la solidarité entre les professeurs. Que lorsque je vais dénoncer un cas de harcèlement sexuel au directeur des études ou au proviseur de l'établissement, il y a un instinct humain de solidarité. Il appelle l'enseignant et dit, tu fais tel candidat vient de te dénoncer. Donc il y a la solidarité qui fait à un moment donné qu'on a du mal à aller vers l'étape de la sanction. La peur de l'élève aussi. Quelquefois même l'acteur vers qui l'étudiant va dénoncer, l'acteur dénonce même l'étudiant et dit c'est tel étudiant nommé Paul ou Pauline qui est venu me dénoncer ou qui est venu te dénoncer. Donc ça dit qu'à un moment donné, les acteurs même doivent être renforcés sur les stratégies et les astuces pour dénoncer le harcèlement sexuel. Et je dis, il est de la responsabilité du système éducatif de mettre à la disposition de ces acteurs ce processus-là. L'observatoire du genre va forcément avoir des actions, va avoir des perspectives d'action à mener, mais il faut forcément que cet observatoire soit accompagné, non seulement par les autorités au niveau des établissements, mais par les étudiants eux-mêmes. Lorsque vous avez des élèves qui harcèlent l'enseignant, le jour où l'observatoire va commencer par s'en prendre à une élève qui harcèle un enseignant,
Je suis sûr, nous connaissons dans le contexte socio-culturel dans lequel nous sommes, vous allez commencer par avoir des mouvements d'étudiants qui vont commencer par se lever pour dire c'est parce que le fait tel étudiant a l'habitude de dénoncer les enseignants, c'est parce que tel étudiant est dans telle association d'étudiants qu'on veut le dénoncer. On se connaît entre jeunes, on sait comment est-ce qu'on retourne rapidement les faiblesses en force ou comment est-ce qu'on constitue nous-mêmes des obstacles à des dénonciations. Donc il y a un problème de responsabilisation des acteurs à divers niveaux qui doit être fait. La responsabilité des parents. Tous jeunes, nous sommes appelés à être des parents. Les enseignants sont non seulement des éducateurs, mais sont aussi des parents. Et il faut déjà se demander combien d'enseignants, combien d'éducateurs a la facilité d'engager la discussion, le dialogue avec son enfant à la maison, qui plus ou moins une discussion autour d'un thème que nous avons à tort ou à raison, que nous commençons à tort ou à raison de dire que la sexualité devient un sujet banal. La sexualité devient un sujet banal lorsque nous sortons de chez nous. Mais lorsque nous rentrons dans nos maisons, dans nos ménages, ça continue d'être un sujet tabou. Je peux parler de la sexualité ici pendant 4 ans, pendant 5 heures, mais quand je rentre chez moi, j'ai du mal à aborder cette question avec mon jeune frère. Parce qu'on est resté dans un environnement culturel, dans un environnement familial, où il y a des questions qui fâchent, il y a des questions qu'on n'aborde pas. Donc il faut aussi aller vers la problématique du dialogue parent-enfant au niveau de l'observatoire. Oui, il faut avoir une crèche pour faire en sorte que les parents soient rapprochés de leurs enfants, mais il faut mettre des outils de dialogue parent-enfant pour que les cadres aussi puissent discuter avec leurs enfants. Donc la question de l'homosexualité, c'est des questions qui fâchent, mais c'est des questions sur lesquelles, à tort, nous restons silencieux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité, est-ce que nous voulons aujourd'hui opérer le choix d'engager un dialogue national sur la question de l'homosexualité? Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique au niveau national est resté muet sur la question de l'homosexualité. Vous avez peut-être la Bible et le Coran qui disent, qui les dénoncent, mais sur le plan républicain, la Bible et le Coran n'ont pas force de loi. On a un arsenal juridique qui est resté muet sur la question de l'homosexualité. Vous avez aujourd'hui des engagements qui ont été pris au niveau international. Vous avez des déclarations qui ont été faites au niveau international par des décideurs au plus haut niveau qui vous font croire ou qui vous amènent à dire que nous sommes en train d'accepter de légaliser l'homosexualité. Donc il est important que nous engageons vraiment des discussions sur cette question-là. Pourquoi aujourd'hui ne pas susciter des recherches sur la question de l'homosexualité pour mieux comprendre cette question, voir quelle est les décisions que nous pouvons prendre. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question génétique? Est-ce que c'est une question de mode? Est-ce que c'est une question spirituelle? Il faut que nous abordons cette question sur des discussions, que nous ayons l'audace d'aller discuter sur la question de l'homosexualité. Moi, j'ai écrit sur ma page, j'ai dit, plutôt que de courir sur la révision de la Constitution, engageons des discussions sur la révision de nos mentalités et la révision de nos pratiques et de nos comportements. Nous devons aller vers cela. L'homosexualité dans le milieu estudiantin, tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe. Nous savons même que dans le milieu scolaire, déjà en classe de 3e, vous avez des pratiques et des comportements homosexuels. Mais on a du mal à aborder ces questions parce qu'on ne veut pas aller sur ce terrain glissant. Ayons le courage d'aller et ayons une position forte qui donne à notre République un sens. C'est très important. Et sur la question des universités privées, puisque j'ai un responsable d'université privée, la problématique des infirmeries dans les universités privées. Les universités privées manquent d'infirmeries universitaires. Les universités qu'il y a dans les universités privées, même dans les universités publiques, ne sont pas des infirmeries fonctionnelles ou qui offrent forcément tout le service dont le jeune a besoin. Donc il faut qu'on puisse discuter, voir comment est-ce qu'il faut offrir ce cadre-là pour que le jeune qui se retrouve dans une université privée, qui a besoin d'avoir accès à des soins de santé, qui a besoin d'avoir des informations, que dans l'université privée ou publique, qu'il y ait des acteurs qui puissent vraiment lui donner cette information-là. Je pense que les discussions vont se poursuivre après. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Souvent, le problème qui se pose par rapport à cette question, surtout du harcèlement sexuel, c'est que c'est souvent sous forme de douleur. Les victimes n'osent pas souvent dénoncer ceux qui les harcèlent. Et de ce point de vue, vous voyez que c'est difficile de combattre cela. Parce que tant que vous ne dénoncez pas, on ne peut pas savoir quels sont les enseignants qui sont concernés par le harcèlement. Et je vous assure que lorsque les autorités sont au courant, surtout des fois c'est de façon répétitive, il y a des enseignants
il y a beaucoup de cas de harcèlement qui sont rapportés par rapport à ces enseignants-là. Il y a quand même des mesures qui sont prises. Et le communicateur parlait du droit, donc il y a des tests juridiques. Là, c'est celui qui est harcelé qui peut porter plainte. Et dans ce cas-là, c'est la justice qui va s'occuper de ces questions. Maintenant, au niveau des autorités de l'université, qu'est-ce qui peut être fait? Là, c'est les sanctions administratives qui peuvent être prises. Et il y a des cas, hein. C'est pas que il n'existe pas de cas où les enseignants ont été sanctionnés. Moi, je connais un cas à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, par exemple. On ne va pas donner de nom, mais il y a une dame qui me regarde, qui sait peut-être de quoi je parle, elle est de l'époque. Il y a un enseignant qui était là, il était connu par les autorités, je vois encore qui est des affaires académiques de l'époque, mais il a été buté hors de l'université. Hein. Donc il a été renvoyé dans une autre institution où il n'aura plus affaire aux étudiantes. Vous voyez. Puisqu'il est fonctionnaire, il est agent permanent de l'État, donc on ne peut pas faire comme au niveau de HCM, ou peut-être c'est un vacataire. Si c'est un vacataire, là, on peut le renvoyer, il n'y a pas de problème. Mais s'il est agent permanent de l'État, ça, l'université ne peut pas l'exclure comme cela. C'est le ministère de la fonction publique qui peut s'en occuper. Mais ce que l'université peut faire, c'est de le mettre hors d'état de nuire en le mettant à un poste où il ne peut pas avoir affaire aux étudiantes, par exemple. Et souvent, même récemment, il y a encore un cas qui est rapporté dans une entité de l'université. C'est par rapport aux mémoires des étudiants, des étudiantes surtout, où l'enseignant en question également pose des conditions pour que l'étudiante puisse terminer rapidement son mémoire. Et dans ce cas, si c'est rapporté, le recteur met en place une commission pour vérifier les faits. Lorsqu'on dénonce quelqu'un, on ne peut pas aller en même temps le sanctionner. Il faut vérifier la réalité des faits et le recteur met en place une commission qui vérifie et de ce point de vue, on propose la sanction par rapport aux faits qui sont rapportés. Donc voilà un peu comment à l'université on essaye de traiter ces questions qui sont quand même des questions sensibles. Et avec la mise en place de l'observatoire, nous pensons que les étudiantes peut-être elles ont peur, hein, parce qu'aller dénoncer un enseignant, il peut avoir des représailles. Donc peut-être avec la mise en place de cet observatoire ou de façon anonyme, les gens peuvent aller saisir cet observatoire. Nous pensons que ce phénomène sera traité de façon plus efficace. Donc il ne faut pas hésiter à dénoncer, il ne faut pas dire qu'il y a solidarité entre enseignants, parce que le recteur, si ça remonte jusqu'au niveau du recteur, soyez sûr que la question sera traitée et les sanctions seront prises. Donc nous vous remercions. Le temps est assez avancé. Nous avons débattu quand même de cette question du genre, du long en large. Nous allons remercier les uns et les autres, nos aînés qui sont là, les étudiants. Le débat va se poursuivre. Ce n'est pas le dernier débat que nous allons faire. Comme elle a dit, l'observatoire sera installé demain et nous allons faire en sorte que cette question du genre soit mieux abordée à l'université d'Abomey-Calavi.